Assalamu alaikum. Je suis Fahima Mohamed, votre podcast avant en Somalie. Aujourd'hui, je suis en français. Et c'est notre premier podcast de 2026. Et avec l'équipe de 253, c'est quoi 253? On va les répéter. 253, c'est le préfixe du Djibouti, comme vous le savez. C'est pour les Djiboutiens, par des Djiboutiens, des îles djiboutiennes. Et aujourd'hui, j'ai invité deux personnes. Et il faut aussi savoir que on est tous à peu près dans le même système. Moi, c'est la ferme. On a Hicham à côté de moi de Healthy Zone, spécialiste en communication, coach développement personnel. Alors là, si on continue, on ne va pas finir la journée. On a aussi Faiz Dada, quelqu'un que vous connaissez tous, un spécialiste, un prof en tout ce qui est logistique. Mais aujourd'hui, il a son propre institut. On va parler de ça aussi. Donc, on est dans le même. Ça veut dire, moi, dans ma ferme, il transforme, il cuisine. C'est à peu près dans tout ce qui est, tout ce qui a rapport avec tout ce qui est sain. Donc, je vais aller vers mon frère Hicham. Hicham, c'est la deuxième fois. Et depuis, tu as parcouru du chemin. Et ça me fait plaisir que tu sois là, Hicham. Tout d'abord, j'ai une question. Elle est très simple. Hicham, c'est pourquoi, pour toi, Hicham, c'est quoi une formation? Oui, Fahima, c'est vraiment une excellente question. C'est quoi la formation? Je me rappelle, il y a beaucoup d'années avant, quand je faisais plein de formations, il y avait un ami à moi qui m'a dit un jour, tout ça, ça va te péter à la gueule. Et là, je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, le succès va venir d'un seul coup. Et moi, au fond de moi, je n'y croyais pas. Je faisais des formations et je pensais que je n'avais pas un fil directeur. Et malheureusement, c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas les orientations professionnelles, on n'avait pas ce genre d'accompagnement qui pouvait nous expliquer vers où on pouvait aller pour un peu raccourcir le chemin et faire la bonne formation. Mais je pense que moi, ce qui m'a aidé, je suis devenu un peu pluridisciplinaire parce que je touchais un peu à beaucoup de choses. Mais une formation, c'est vraiment, aujourd'hui, si je peux répondre à cette question, c'est vraiment quelque chose qui te permet d'être spécialisé dans un domaine. D'accord? Parce que quand on est à l'école, on fait tout. C'est théorique. Mais quand on se forme sur quelque chose, on se forme particulièrement sur cette chose-là. Par exemple, si c'est du design, c'est comment faire le design. Si c'est une formation en cuisine, c'est exactement... En plus, la cuisine chaud, froid, tu vois, et c'est différent. Pâtisserie ou cuisine, c'est différent. Donc, c'est vraiment un truc spécialisé. C'est une spécialité qui te permet de raccourcir ton insertion professionnelle vers le domaine que tu souhaites continuer. Donc, ouais, je pense que c'est ça, Faiz pourra rajouter. Oui. Merci Fahima, merci Hicham. Donc c'est un honneur d'être là avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on parlait du podcast et comment pouvoir le réaliser. Et aujourd'hui aussi pouvoir le faire en compagnie de Hicham, c'est un bon début pour 2026. Merci. Donc je m'appelle Faiz. Donc effectivement, je suis maintenant dans une partie formation, une partie institut. Je viens du monde de la logistique et pour moi la formation est en fait c'est un cheminement que nous avons. Bon, une fois que tu finis le collège, tu finis le lycée, tu vas à l'université, tu as déjà une idée à peu près de ce que tu veux devenir. Donc au fil du temps, selon le format que tu choisis, si c'est une licence ou une maîtrise, une formation, c'est se parfaire à quelque chose. Comme le dit Hicham, c'est vouloir devenir un spécialiste par rapport à un domaine précis. Donc, le choix se faisant, donc en fonction du domaine que tu fais, généralement, quand tu fais de l'économie, moi j'ai fait de l'économie et relations internationales, je voulais devenir diplomate au départ, je voulais faire du droit au départ, j'avais beaucoup d'idées, beaucoup d'étoiles dans ma tête qui me disaient fais ceci, fais cela, mais c'était les métiers que je voulais faire au tout début. Mais
en arrivant à l'université, parce que j'ai fait l'université en Tunisie, je me rends compte que voilà, à l'université, pour faire du droit, il fallait faire des matières en arabe. Là, premier blocage. Donc je suis parti dans autre chose, je suis tombé sur l'économie et relations internationales, et je suis devenu, par la suite, je n'ai pas atterri je ne suis pas devenu formateur en économie, je ne suis pas devenu diplomate que je devais être, mais je suis tombé maintenant dans la partie commerciale et logistique. Donc je me suis parfait dans ce domaine. C'est-à-dire, là où tu t'es modelé pour devenir, c'est pas exactement là où tu vas atterrir, parce que on est dans une forme c'est l'offre et la demande. Tu peux être quelqu'un, mais la demande veut que c'est un autre domaine qui se présente à toi. Donc tu es obligé de t'adapter au milieu dans le milieu où qu'on t'offre le premier job qui tombe à toi. Donc c'est ce qu'Hicham disait. Il est devenu multidisciplinaire, polyvalent. Donc la vie d'aujourd'hui demande à ce que nous soyons polyvalents. Donc dans les formations que nous faisons, c'est pouvoir avoir une vue d'ensemble en fait du monde qui nous entoure et se diriger dans peut-être ce que tu voulais, mais c'est peut-être pas ça exactement. Mais peut-être avec la vision que tu as, tu peux atterrir dans un monde, mais que tu vas finir par apprécier. Donc la formation aujourd'hui, c'est large, c'est vaste, mais en 2026, les années qui arrivent, là, on te demande d'être pointu. Maintenant, les formations doivent être bien cadrées. Tu fais soudure, tu resteras dans la soudure. Tu as ingénierie en mécanique, tu resteras dans l'ingénierie en mécanique. Tu veux faire du design, fais du design avec tout ce qui est aux alentours. Donc, on va de plus en plus dans de la technicité et dans des domaines bien précis. Moi, je voulais te poser une question, Hicham. Les gens s'intéressent beaucoup aujourd'hui au développement personnel. Le développement personnel, déjà le mot. Ça veut dire que tu te développes toi-même. J'ai cette impression qu'il y a 10 ans ou il y a 5 ans, c'était juste pour une certaine catégorie de personnes, de penser au développement personnel. J'ai l'impression que ça prend maintenant à Djibouti. On parle de se développer. Les gens ils ont cette idée que ils veulent devenir quelqu'un. Bon, en sachant déjà qu'ils étaient quelqu'un avant, mais ils veulent vraiment. Est-ce que tu penses que le développement personnel peut aider aujourd'hui un jeune à accéder à son rêve, se développer personnellement? Alors, effectivement, Fahima, on va dire c'est pas que ça vient de venir à Djibouti, le développement personnel, c'est dans le cœur de tout le monde. Chacun veut changer quelque part. En fait, on connaît quand on fait mal. On connaît quand ça va pas. Mm-hmm. On veut changer. C'est pas changer. Parfois, on n'a pas les bonnes clés. D'accord? Et parfois, on ne sait pas par où commencer. Et puis après, il y a les énergies, les voleurs d'énergie, comme j'appelle, c'est-à-dire c'est les personnes autour de nous. Ça peut être parfois la famille, hein. Mm-hmm. Ça peut être nous-mêmes qui ont des voix internes qui nous disent que non, c'est pas bon de changer, que le confort, c'est dans la zone de confort. Donc, il y a vraiment plein de facteurs qui nous limitent. Mais pourquoi on n'en parlait pas à Djibouti? Parce que c'était un peu tabou de parler de ses émotions. Okay. Donc, moi, avant tout le monde, hein, je faisais le dur. Fallait faire le dur parce que parler des émotions, c'est pas trop homme. Et après, je sais pas, ça part un peu dans toute la société parce qu'on n'a pas trop cette habitude de parler émotions, je ne me sens pas bien ou je me sens bien. On n'avait pas cette habitude-là. Mais de plus en plus, maintenant, les gens commencent à se rendre compte que effectivement, les dépressions existent. Exactement. Et on n'est pas obligé de jeter les habits pour être fou, mais qu'on a des petites dépressions qui viennent au fur et à mesure de notre vie, quoi. Donc, les gens réalisent que quelque chose, ça ne va pas et qu'ils veulent changer, mais ils n'ont pas les bons outils et surtout, ils n'ont pas les personnes qui les représentent pour parler de ça. Mm-hmm. On n'avait pas assez de Djiboutiens qui pouvaient parler de développement personnel. À un moment donné, tu as envie d'écouter une personne qui est comme toi, qui est dans ta même galère, qui est dans le même setup, comme on dit, de vie
que Qui toi. te comprend, en fait. Qui te comprend exactement. Donc, si on voit, je sais pas, une personne en Angleterre qui parle de développement personnel, c'est vrai, on écoute, on comprend, mais à un moment donné, on se dit, on n'a pas les mêmes types de vie. Exactement. Mais quand on a une personne qui est comme nous, qui nous ressemble, qui a nos mêmes galères, qui a notre même situation de vie, on comprend un peu plus. Et si on essaie de relier avec la question précédente de la formation, eh bien, effectivement, la formation elle-même, c'est quelque chose qui te développe. Exactement. Donc, peut-être c'est un truc technique que tu es en train de te former, mais le fait qu'on est en constant apprentissage, déjà, ça fait évoluer la tête et ça donne de la confiance en soi. Parce qu'au moins, tu maîtrises quelque chose. L'exemple d'un plombier qui a appris la plomberie sur le tas, et puis après, qui fasse une formation spécialisante qui lui montre exactement quels sont les outils à utiliser, le lendemain, ses prix deviennent plus chers. Parce qu'il a une certaine technicité à comment faire les choses et il s'évalue différemment. Exactement. Donc, je pense que les deux mondes sont cohérents et ils vont de soi, quoi. Merci. Mais moi, je voulais ajouter, Hicham, avant que je passe la parole à Faiz, je pense que, comme tu dis, déjà, le développement, une formation, c'est développer, mais j'ai cette impression que on voit toujours les autres réussir. On a cette impression que les autres réussissent. On a cette impression que tout va bien chez les autres. Sur une photo Instagram, sur une photo Twitter, sur Facebook, tu as l'impression que les autres réussissent et que toi, tu es en retard. Et c'est très difficile pour un jeune aujourd'hui qui a moins de 20 ans quand tu lui dis mais tout le monde n'est pas content. Il y a des journées où les gens pleurent, ne sortent pas. Mais toi, moi, je t'ai déjà vu être coach. Je t'ai déjà vu à l'œuvre. C'est pas aujourd'hui que je te vois. Si par exemple, je te donne un petit exemple. Si une jeune dame vient vers toi et te dit voilà, moi je ne réussis pas, j'ai tous les diplômes, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, comment pourras-tu l'aider? Ouh là là. Après, ça dépend d'une personne à une autre, Exactement. honnêtement. Mais moi, la première des choses que je vais faire, c'est de demander à chaque fois encore les bonnes questions à la personne. D'accord? C'est-à-dire, l'ancien Hicham va essayer de directement trouver des solutions. Mais là, on ne trouve pas des solutions. On essaie de dénouer les émotions des personnes. Donc, je vais lui demander pourquoi elle sent qu'elle ne réussit pas. Elle va répondre. Après, je vais demander encore pourquoi par rapport à sa réponse. Et puis après, on va aller pourquoi. Pourquoi. Jusqu'à ce qu'on va trouver la raison ou bien la racine de ce qui la bloque. De ce qui bloque. Exactement. Et à ce moment-là, on va travailler sur cette racine. Il se peut, parfois, ça peut être en liaison, je dis ça, c'est pas de la folie, mais ça peut être en liaison avec des gens de la famille qui te rabaissaient toujours. Qui avaient l'habitude de, à chaque fois que tu voulais parler de quelque chose, tu disais tais-toi, tais-toi, tais-toi. Donc tu connais au fond de toi, ça commence à modeler ta tête. Tu te dis, mais moi, je ne suis pas une bonne personne pour pouvoir exprimer qui je suis ou mes idées ne sont pas toujours les meilleures. Donc, ça te bloque quelque part. Et tu te dis, je ne vais pas réussir. Ou bien, il y a par exemple des parents qui demandent une exigence assez élevée de notes scolaires. Hein, on a tous vécu ça. Ou bien être le premier, ou bien c'est le châtiment. Voilà. Donc, cette personne-là, toute sa vie, elle va connaître qu'un seul objectif, c'est d'essayer d'être la première, mais pas savoir pourquoi elle est la première. C'est ça le truc. Il m'est arrivé de faire tout un cursus scolaire où je réussissais juste pour mes parents, mais sans comprendre exactement ce que c'était l'éducation. Ce que c'était, ce qu'on me formait, ce qu'on m'enseignait dans tous les jours. Parce que j'avais un objectif, celui d'avoir des bonnes notes. Donc, je trouvais mille et un moyens pour avoir cette bonne note parce que mon objectif ultime, c'était de satisfaire les parents. Exactement. Vous voyez le truc? Ouais. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est des exemples, mais après, ça peut être vraiment différent, cette étape d'une personne à une autre. Donc, il faudra toujours demander pourquoi, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la source. Comme les Exactement. Anglais disent. Exactement. Oui, tu as Parce compris. que si on travaille, comme tu as dit maintenant, le roots, si on travaille sur les branches d'un arbre,
eh bien, on va peut-être les limer, on va les rendre beaux et tout ça, mais quand le printemps va arriver, ça va, Il faut ou commencer par l'automne, la je sais pas, base. donc voilà, ça va tomber. Ah. Mais si on travaille sur les racines, on saura au moins que cet arbre ira mieux dans toutes les saisons. Machallah. Merci. On va aller vers Faiz. Faiz, moi, la première fois que je t'ai vu sur LinkedIn, je te voyais parler de logistique. Et c'est quelque chose que je connais. Pendant 7 ans, j'étais dans la logistique. C'était mon gagne-pain. C'était ma vie. Mais je voyais que c'était un monde d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui entrent maintenant. Très, très facile. Et ce que je voyais dans la logistique, c'était des nuits, des journées infinies. Tu cours avec les dossiers. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps. Avec un get-pass, ça reste chez moi encore. Avec un get-pass, avec la voiture, avec en fait, même le soir, tu rêvais du camion et tout. Et là, boum, je te vois, toi qui es en train de parler de la logistique. Mais aujourd'hui, tu sais que dans notre pays, on a 7 ports. 7. Sur les 7 ports, on peut en parler de chaque enfant, et la filière aujourd'hui que les jeunes postulent le plus, c'est logistique appliquée. Appliquée, hein? Et donc, toi qui a été un formateur, un professeur, et tu vois, au Djibouti, c'est un hub logistique, mais j'ai l'impression que, oui, on est un hub logistique, on a beaucoup de jeunes qui sont dans la logistique, mais notre idée, elle n'est pas encore dans la logistique en soi. Qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes aujourd'hui qui ont des diplômes en logistique et qui malheureusement, n'arrivent pas à trouver du travail? Merci d'aborder le sujet, la logistique. C'est un sujet très passionnant. Ceux qui sont dans la logistique aujourd'hui font quand même un métier assez spécial, parce c'est un métier où il n'y a pas d'horaire. Oui. Il faut le dire. Quand vous regardez bien les jours passants, même durant la nuit, vous verrez toujours des gens en opération, tourner entre un port et un autre, entre la douane et les différents ports, etc., ou les caisses du port, etc., qui sont un peu, qui sont pas à l'intérieur du port, mais qui sont un peu excentrés, qui sont dans la ville. Et donc vous voyez beaucoup de mouvements. Et c'est ça qui fait aussi la beauté, parce que ça fait, vous voyez qu'il y a une espèce de vie, même durant la nuit, il y a toujours une vie autour des ports. Et tout ça, c'est quoi? C'est bouger les marchandises. Bouger des marchandises, bouger des conteneurs, des voitures, des véhicules. Donc c'est un métier qui a une très forte valeur ajoutée. À Djibouti surtout. Et moi, je suis très, très, très honoré, je suis très content et heureux d'être dans un pays où j'ai vu grandir Djibouti. C'est-à-dire depuis le port PAID, le seul port que nous avions, jusqu'à avoir DCT, DMP, d'Amerjoc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc franchement, c'est un honneur. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas assez en tant que Djiboutien. D'autres pays à côté en rêveraient. Mais vraiment, ils rêveraient d'avoir la position de... Juste un dry port, t'imagines? Il y a des pays qui rêvent juste d'avoir un dry port. Juste le dry port, juste avoir le concept de free zone. Exactement. Le concept de free zone, moi je vous dis, pour avoir voyagé en Afrique de l'Est, la free zone est unique dans notre zone. Dans d'autres pays, c'est plus, on parlera de zones économiques. Exactement. C'est des zones économiques. Mais nous, c'est des free zones. Donc, nous, c'est des free zones. Donc, on en a combien? Celui de PK23? On a PK23, on a Venise, on a le truc de Djabaz, ancien East Africa Free Zone. On a aussi la free zone de Salam. Exactement, qui est à côté toujours à Doralé. À Doralé, ouais. D'accord, donc voilà, on en a à peu près 4, disons, mais l'une des plus proéminentes, c'est PK23. 45 km². Il faut chercher, c'est la free zone la plus vaste, qui va devenir la plus vaste d'Afrique. Donc, qui va être interconnecté avec DMP, avec SGTD, donc c'est tout un plan de... C'est un autre pays. C'est une ville dans une... Ça va être une ville dans une... Le projet, sur le long terme, c'est une ville dans une ville. En fait, toutes les activités seront à l'intérieur. Donc, au lieu de... Pour des raisons de sécurité aussi, on est dans le port,
le conteneur est déchargé, ben, il suivra une route tracée pour aller directement à la free zone. Tu n'as plus besoin maintenant de sortir du port, d'emprunter la route qui va t'emmener jusqu'à PK23. Tout va se passer à l'intérieur de cette free zone. Donc c'est un immense avantage que nous avons et qu'on doit reconnaître, qu'on doit aussi remercier les autorités, remercier la free zone et tous les intervenants. Et tout le travail derrière aussi. Tout le travail derrière, parce que moi je trouve que c'est quelque chose que nous... C'est une capacité que nous avons, en fait, qu'on a construit assez rapidement, une technicité et une façon de voir qui est aussi vendable. En fait, là, cette technicité-là, on ne se rend pas compte, mais c'est des projets. Nous sommes capables aujourd'hui de nous projeter à l'international et aussi donner des conseils avec les experts. C'est une expertise que nous avons qui peut aussi aujourd'hui, qui est monnayable aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut vendre. Donc avec tous les techniciens que nous avons, tous ceux qui ont été formés, les administrateurs que nous avons autour de la logistique, c'est des gens magnifiques. Ils sont capables aujourd'hui de se projeter et aller installer des projets en Afrique. J'ai vu. Voyez, donc, dans des ports, des Djiboutiens sont partis et ils sont allés dans d'autres ports pour les aider à mettre en place. D'anciens administrateurs des différents ports se sont déplacés en Afrique de l'Ouest, se sont déplacés dans le Maghreb pour aller justement répondre à une certaine technicité. Si aujourd'hui ils ont été appelés pour gérer des ports, c'est qu'on reconnaît quelque part le savoir-faire djiboutien. Et c'est ça que je veux défendre aujourd'hui. Et le vendre aussi. Hein. C'est vendre aujourd'hui, c'est vendre cette expertise. Et je le dis à chaque fois, je dis, on a les capacités de s'exporter. Ce savoir-faire-là, maintenant qu'on l'a bien travaillé en local, il faut aller le montrer. Et c'est justement en s'exposant à l'international qu'on continuera à reconnaître le savoir-faire djiboutien. Donc même dans la région a des besoins. Le Rwanda, juste pour vous dire, le Rwanda est en train de construire des ports, des dry ports. Donc c'est des free zones, voilà, entre guillemets, qui se construisent à l'intérieur de zones. Le Rwanda est un pays enclavé. Donc ils ont besoin de ce savoir-faire. Maintenant qu'on a cette bonne relation avec le Rwanda, pourquoi voilà, je pense qu'il y a des discussions qui sont menées, mais il faut aujourd'hui, les Djiboutiens, les transitaires djiboutiens, cette expertise, elle sache aller prendre, il faut qu'elle aille prendre des risques. Et prendre des risques, c'est aller là où tu te sens le moins, tu te sens le moins à l'aise. Il faut sortir de notre petite bulle, dans le petit cocon dans lequel nous sommes, et aller justement dans cette aventure. Parce que dans cette aventure, on trouvera toujours matière à travailler. On trouvera toujours du répondant. Nous créons, qu'est-ce qu'on fait avec cette force-là? Qu'est-ce qu'on fait? On crée l'offre. Nous poussons à créer l'offre. Et la demande, en fait, elle est là, elle est cachée. Les gens ne viennent pas à Djibouti ou ne viennent pas chercher cette expertise parce qu'ils ne la voient pas assez sur les réseaux. On ne nous voit pas assez dans les conférences internationales. On ne voit pas justement cette association de transitaires, cette association de logisticiens, mais qui ont un fort pouvoir. Moi, je reconnais, les investissements faits par les transitaires djiboutiens sont énormes. Donc, ils ont le pouvoir aujourd'hui d'aller se confronter avec les Éthiopiens, les Tanzaniens, les Kenyans, les Rwandais, les Ougandais, où il y a une forte demande. Donc, qui est dans ces marchés-là? Ben, c'est des Indiens, c'est des locaux, c'est des Somaliens qui sont dans ces marchés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à nous? Qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à cette technicité que nous avons? Eux, c'est des intermédiaires. Eux, c'est des intermédiaires. Ouais. Nous, on a ce savoir-faire. Exactement. Et qu'il faut exporter. Donc, l'école du savoir, l'école de formation, elle doit aujourd'hui avoir sa place pleinement à Djibouti. L'université seule ne peut pas continuer à former ces techniciens de demain. Et on le voit. C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux qui sortent de master de l'université, ils rentrent dans le marché, ils n'ont pas encore justement ce savoir-faire. On est obligé, à l'intérieur des entreprises, les transitaires sont obligés encore de continuer à les former. Ils n'ont pas été, justement, leur esprit, ce savoir-faire ne leur a pas été inculqué pendant qu'ils étaient encore à l'université. Qui peut s'expliquer par aussi, bon voilà, on vous demande d'aller faire des stages. Mais les stages, on en a parlé, Fahima. Bah oui. Aujourd'hui, ces jeunes se retrouvent stagiaires dans des entreprises. Qui est leur mentor?
Quelle est l'exigence qu'on demande aujourd'hui à ces transitaires? De dire, voilà, vous avez des jeunes. Quel est le canevas dans lequel on doit les former? Est-ce que c'est juste être des gens qui vont ouvrir des dossiers, ou ils vont être sur le terrain, ou ils vont préparer du café? C'est ça, du café. Quel est leur rôle? Donc moi, je suis contre. Ça, ouais. Je suis contre, On et parlait de ça. je le dis, et je le dis à chaque fois. Ces jeunes-là qui rentrent en stage, parce qu'ils cherchent eux-mêmes. En fait, c'est pas l'université qui recherche le stage. C'est pas les instituts, que ce soit EMD ou l'IAD pour les citer, ou l'ISKE, etc. C'est pas eux qui recherchent les stages. On oblige ces jeunes d'aller chercher eux-mêmes C'est les stages. eux-mêmes qui cherchent les stages. Donc c'est pas juste. Je trouve pas que c'est juste, alors que les instituts et l'université pourraient signer des conventions avec l'ATD et dire, voilà, aujourd'hui nous avons un nombre précis, s'il vous plaît, vous devez les absorber. La free zone, vous devez les absorber. Exactement. Les différents ports, vous devez les absorber. Et 1, 2, 3, 4, 5, vous devez leur montrer, sur 10 points, réussissez quand même à leur montrer au moins 6 points. La D'accord? technicité en soi. La technicité. Ils reviennent à l'université, ils reprennent le cours de l'étude, et on continue encore à les reformer, Donc tu veux dire comme le système français, ça veut dire qu'ils vont être en stage, dans l'entreprise et revenir à l'école. Exactement. On doit réfléchir on doit réfléchir. Quelle est la logistique de demain? Elle n'est plus la même. Elle a évolué les 10 années passées, et aujourd'hui, on n'a plus le même système de Tout logistique. est en ligne. Voilà. Donc, je veux qu'on dépasse ce système de... nous ne sommes pas juste là que pour l'Éthiopie. On doit dépasser cette idée-là. Nous ne sommes pas que des camionneurs soulevant des conteneurs, déposant dans une free zone, allant à l'aéroport, on va faire notre douane, on va livrer le client, et la vie s'arrête là. La logistique, elle n'est pas là. La logistique, elle a évolué. Donc, on doit projeter et construire la logistique de demain. La logistique de demain, ça veut dire que on n'offre pas seulement des services, c'est ça que tu veux dire? Exactement. On va au-delà. On doit aller au-delà de cette offre de conteneurs, un petit cargo qu'on a ramassé et on a livré, et ça s'arrête là. La free zone, elle est quoi? C'est un magasin. C'est juste des magasins. Ouais, c'est entrepôt. Nous sommes un entrepôt à ciel ouvert pour l'Éthiopie. Donc, on doit dépasser ce cap-là. Et le dépasser, c'est justement vendre la free zone au-delà de nos frontières. Il faut qu'on arrive à créer cette Là, on parle de multimodal. Multimodal, c'est quoi? Donc, c'est air, terre, mer. Mer, OK. On a une free zone qui est l'une des plus puissantes de la région. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vendre à tous nos voisins? Comment évoluer maintenant dans un monde qui est en conflit? On a une zone on vit dans une zone de conflit. Comment maintenant se réinventer pour continuer à attirer des investisseurs, continuer à attirer les bateaux qui vont utiliser notre port, et avoir aussi maintenant être dans le développement, et aussi être dans du résultat, dans la culture du résultat. On a fait des chiffres qui sont assez intéressants. On a fait 1,5 million conteneurs l'année dernière. Les chiffres ont été annoncés. Moi, je dis toujours, on peut aller au-delà. Maintenant, comment on va se réinventer dans ces conflits qui s'annoncent dans la mer Rouge? Est-ce qu'on reste là dans l'expectative, on attend, ou on va aller se projeter, on va aller maintenant sur le terrain justement pour pouvoir attirer? Il faut aller se positionner en Éthiopie, négocier mieux, aller en Tanzanie, aller au Kenya, s'installer au Kenya pour mieux connaître justement ce challenge qui nous attend dans ces pays-là. Exactement. Savoir ce qui se passe là-bas, qu'on peut ramener vers Djibouti, parce qu'il faut continuer à vendre Djibouti. Bien sûr. Et c'est pas que la free zone qui vend Djibouti, c'est aussi les opérateurs qui sont autour de Djibouti. Mais tu sais, moi, deux fois quand je suis de Balbaladang, deux fois quand je suis en train de descendre vers la ville, je vois le port, tu vois, c'est loin. C'est magnifique. Beau. C'est beau. Et des fois, quand je vais vers ma ferme sur Douda, je vois le train, je sais pas. Chaque fois, je m'arrête, je prends une petite vidéo, je vois le MC, je vois tout, tu sais, les agences. Et là, je me dis, il y a quelques années, il n'y avait pas ces trains. Et j'ai cette impression qu'on ne voit pas ce qui se passe à Djibouti. On voit ce qui va mal, des fois. Là, on critique vite. On critique, mais on ne voit pas. Tu verras. Et des fois, les gens me disent, mais Fahima, tu as pris la dernière fois une vidéo, pourquoi tu t'arrêtes? Je m'arrête parce que je vois. Parce que je sais combien de conteneurs aujourd'hui ces trains peuvent prendre directement en Éthiopie, combien de camions il fallait attendre. Est-ce que tu peux prendre 2,40? Si tu as travaillé dans la justice, tu vas comprendre. Des fois, tu as 2 conteneurs, on te dit c'est trop lourd. Tu cherches et tu ne peux pas payer un seul de 20 pieds pour aller en Éthiopie. Aujourd'hui, tu as le train. Tu te poses plus de questions. Et là, je vois toute cette beauté. Et je vois aussi que, comme tu dis,
tous ces jeunes aujourd'hui, récemment, on avait eu quoi? J'ai vu plus de 1000 jeunes qui sortent de cette licence en logistique appliquée. Puis, Masha'Allah. Mais C'est que la filière, elle porte. Voilà. Oui, elle La porte. filière, Mais elle est comme intéressante. On avait parlé de ça, on se dit, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à être sur les terrains? Est-ce qu'ils sont prêts? Et je pense, on en a parlé. Oui. Moi, Est-ce je qu'ils dis, sont prêts? moi, je dis qu'il y a encore un plus qu'il faut leur donner. Et C'est le terrain. C'est le terrain, c'est l'apprentissage en continu. Masha'Allah. C'est-à-dire, faisons de sorte avec l'université, si c'est quelque chose sur lequel on peut retravailler, c'est si tu t'inscris en licence, peut-être tu as fait 4 mois, tu as fait 6 mois, mais les 2 mois, tu les passes en stage. Les 2 mois, automatiquement, tu es en stage. Donc, tu parfais ce que tu as déjà vu en théorie, tu vas en stage, et le stage aussi, réfléchissons pourquoi ne pas pouvoir aujourd'hui aussi payer. Trouver aussi des stages à la limite, voilà, si ça peut payer son transport, ça peut payer voilà, un peu de son crédit, c'est une sorte de motivation. Au lieu qu'il se démène aussi à se déplacer sur le lieu de travail, c'est trouver des formules peut-être avec les transitaires, en combinaison avec le service public et les transitaires, avec le métier, si vous voulez, qu'on arrive à trouver des formes de compensation pour qu'on puisse, et avec peut-être aussi les bailleurs de fonds aussi, comment faire que l'élève passe 6 mois à l'université, 6 mois dans les instituts, et 2 mois directement dans la technique. Et là, on a le temps de continuer à récupérer, de continuer à former. Non, mais s'il passe une année, mois, c'est petit. Hein. même c'est petit, mais s'il fait 2 ans, tout ce qui se passe dans les 2 ans, on lui dit va chercher un stage. Il va le faire un stage. Mais en fait, les 1 mois de stage qu'il va passer là-bas, moi j'ai vu des cas, des enfants qui m'ont parlé quand je les formais en licence et en master. On ne fait rien, monsieur. Mais comment vous ne faites rien? Mais le directeur, on vous confie rien? Non, parce que on les a mis à un niveau où il faut qu'ils travaillent maintenant avec soit les assistants, soit les chefs d'opération. Il faut qu'on les amène sur le terrain, il faut qu'on leur confie la tâche. Donc cette culture en entreprise, il faut aussi peut-être qu'on arrive à la changer. Exactement. Parler aujourd'hui, maintenant, parler aux directeurs des entreprises, leur dire, s'il vous plaît, vous recevez des jeunes qui ont besoin d'un savoir. Ils ne sont pas là pour occuper un poste, ils sont là de passage. Veillez à ce qu'ils apprennent quelque chose. Au moins. C'est-à-dire, au sortir de là, il sort avec une fiche qui a bien voilà, édicté voilà, tout ce qu'il a fait avec vous. En fait, ça fait partie de son... Ça rentre dans son dossier. Et c'est un plus pour lui, parce que voilà, il a fait un stage, il a une petite reconnaissance. Il reviendra, en fait. Peut-être qu'il va revenir il va passer 6 mois encore à l'université. Il reviendra peut-être encore 2 mois ou 1 mois. Faisons de sorte que cette culture d'entreprise, elle soit là. Ne lâchons pas, c'est-à-dire dans la nature, et on les oublie, et on dit oui, ils sont en train de faire un stage. C'est faux. Ouais. Donc les 1000 qui sortent chaque année de l'université, ils sont appelés à occuper des postes, ils sont appelés à rentrer en entreprise. Donc, et c'est pas tout. Quand je dis il faut qu'on aille au-delà de la logistique, il faut créer les métiers de demain. Il y a plus de 10 métiers qu'on peut créer à l'intérieur d'une free zone. Il y a plus de 10 nouveaux métiers en fait qu'on est capable. Aujourd'hui, il n'y a pas... Tu as été dans la logistique. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un responsable des produits dangereux? Jamais. N'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà eu un préparateur de commandes? Jamais. Donc, dans mon entrepôt, j'avais jamais eu ça. Rien qu'avec ça, on est capable de créer combien de nouveaux métiers à l'intérieur des entrepôts, à l'intérieur des free zones, etc. Ça veut dire innover. Mais moi, je veux m'arrêter sur quelque chose. Quand on a parlé des formations, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont dans tout ce qui est transitaire et tout ça, logistique, et ils m'ont dit, écoutez, nous, on est prêts à ce que ce jeune vienne, mais nous aussi, on a notre travail, our workload. Moi, par exemple, je travaille... je vais travailler sur tout ce qui est, je sais pas, camion, gate pass, tout ça. On m'envoie un jeune. C'est comme si ces gens, ils ont tellement de choses à faire. Tout le monde n'est pas pédagogue. Exact. Il faut aussi savoir. Et quand tu as un travail prédéfini, on t'amène un jeune, tu as cette impression que c'est... Il va juste... C'est une charge supplémentaire. Mais moi, j'ai cette idée qu'on peut utiliser ces jeunes. Par exemple, tu peux lui dire, va faire ça, va photocopier. Et moi, je dis, c'est vraiment dans la culture. Il faut que les gens, qu'il y ait vraiment des formations pour eux aussi. Quand on les appelle, on dit, les personnes qui s'occupent de ça, elles disent, écoutez, ils viennent faire des formations,
mais c'est pas vraiment, c'est pas juste pour vous emmerder, mais plutôt c'est pour que la logistique aujourd'hui Puisse évoluer. va aller loin. Donc un jour vous aurez besoin de lui. Peut-être c'est ça. Moi j'ai vu en France ou dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, on paye les entreprises pour qu'ils prennent des stagiaires. Exact. Ça veut dire, et deux, que tu sais que tu as un montant prédéfini, même si c'est 30 000, 40 000, au moins, l'entreprise sait qu'elle a des revenus. Et on les paye en leur disant, écoutez, 3 mois, ils vont rester chez vous, vous êtes payés, mais pendant ces 3 mois aussi, on veut savoir ce qu'ils ont appris. Exact. Et peut-être il y a une insertion à la fin. Exactement. On arrive à dénicher un talent, on arrive à reconnaître un jeune qui peut évoluer. Peut-être il repartira à l'université, mais tu as en tête que voilà, j'ai reçu un jour 2 ou 3 jeunes, ils étaient assez bons, et on les invite aussi à pouvoir faire de l'insertion. Je pense qu'il y a eu l'USAID. Oui. Vous avez eu un programme Avec le truc de l'employabilité. De l'employabilité, il y a eu, je me souviens. Ce travail a été fait. exactement fait avec différents partenaires institutionnels. Beaucoup de jeunes ont été formés. Oui, et ils étaient formés et ce système, ils étaient payés aussi à l'avance. Mais après, honnêtement, ce que vous avez relevé, très intéressant. Moi, j'ai eu comme ça maintenant l'idée, je ne suis pas de la logistique, mais peut-être les personnes qui sont vraiment super calées en logistique peuvent créer des formations qui sont spécialisées dans le domaine. Dans le domaine. C'est-à-dire une formation Sidonia, je ne sais pas, une formation comment faire... Le plus important, c'est le système Voilà. Sidonia. Donc, Oui. faire je ne sais pas moi, comment faire de l'amont à l'aval une opération, faire des petites formations comme ça, comme celles qu'on trouve sur Udemy ou Coursera, Exact. qui peuvent être faites par des jeunes Djiboutiens et vendre ça. Et comme ça, au moins, c'est un plus qui va justement, par rapport à ton podcast aujourd'hui, parfaire cette formation. C'est ça. Moi, je jeunes. voulais juste ajouter avec la Women Initiative, notre coopérative, toutes les personnes qu'on a formées aujourd'hui, nos bénévoles, c'est une valeur ajoutée. J'ai l'impression que 90% des projets qu'on fait ou de ce qu'on fait, ça a été conçu par une bénévole ou un bénévole qui est devenu un membre plus tard. Et aujourd'hui, ils sont à la tête du projet. Moi, j'ai l'impression que dès qu'on a un bénévole ou bien un jeune ou un stagiaire, si on lui donne cette facilité à ce qu'il apprend, on lui donne aussi des tâches et on l'inclut. C'est ça. Moi, c'est ces mots qui restent dans ma tête, c'est l'inclusion. L'inclusivité. Voilà. Jusqu'à ce jour, moi, j'ai formé peut-être 300 jeunes, 200, Magnifique. 300 quelque chose. Magnifique. Et quand je vois certains aujourd'hui, ceux qui sont devenus, wallah, j'ai les larmes aux yeux. Je les rencontre, ils disent, Tata, j'ai trouvé un boulot, je travaille ici. Tata, je suis ici. Et moi, je les ai formés en une seule chose. Ça veut dire que ils venaient, ils travaillaient avec nous. La première chose qu'on leur montrait, c'est que leur pays, ils peuvent devenir qui ils veulent. Mais aussi les aiguiller en disant, va là-bas, va là-bas. Et la seule chose que j'ai vue qui a marché avec ce jeune, c'était la recommandation. Beaucoup de ces jeunes ont besoin d'être recommandés. Donc nous, on les recommandait. Moi, perso, je les recommandais. Je disais, oui, cette jeune, avec des formations. Et j'ai eu des jeunes qui ont voyagé, qui sont allés partout. Pourquoi? Avec une simple lettre de recommandation. Donc aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai dit, si vous avez la chance, si vous avez pas la chance, si vous pouvez recommander un jeune ou une jeune, vous voyez qu'elle a la niaque, il a la niaque, il veut faire quelque chose, donnez-le lui. Vous lui donnez cette chance. N'ayez pas peur. Des fois, j'ai l'impression que quand tu travailles dans un bureau, on t'amène 2 stagiaires, t'as peur. Tu te dis, peut-être c'est l'oncle, c'est le cousin qui l'a ramené, ils veulent... Ma place. Voilà, ils veulent franchement que je lui apprends tout et puis, bam, c'est moi qui pars. Il faut vraiment qu'ils comprennent que... Voilà, je le comprends aussi. Quand tu es dans ton petit coin, un bon salaire avec toi, et on t'amène un jeune, on te dit, vas-y, dans 6 mois, et tu as cette impression, quand tu vois le jeune évoluer, tu te dis, peut-être tu peux me remplacer. C'est ce qui m'arrive avec les jeunes dames aujourd'hui avec qui je travaille. Des fois, je les vois, mais des fois, je suis tellement contente. Je dis, mais tu as m'étais passé. Et je suis contente. Mais il y a des gens qui se sentent pas à l'aise. Oui, peut-être une technique, c'est un peu vicieux. Si c'est vicieux, il faut pas le dire. Non, mais moi, je le dis assez souvent aux jeunes, c'est d'essayer de faire le bête. Parce que quand tu essaies de faire le malin rapidement, ça fait mal.
dans l'entreprise, il y a toujours ce clash que vous avez dit entre in-seller et out-seller. Donc, essayez de faire la personne qui apprend plus. Insider, ça veut dire la personne qui travaille déjà. Outsider, celui qui arrive. Donc, si vous sentez que cette personne-là est vraiment, elle a ces caractéristiques d'une personne qui va vous cacher toutes les informations, donc il faut faire le concre. Il faut faire la personne qui va essayer d'apprendre, qui ne prend pas l'initiative. Parce que tu sais, la vie, c'est pas toujours... on peut pas être vraiment toujours... on porte des masques parfois. Et c'est pour nous en sortir dans certaines situations. Oui, c'est vrai, on dit que si tu as ta main entre des rochers, on ne peut pas l'arracher avec la force, tu vois, pour faire sortir. Il y a toujours une manière de faire bouger la main pour faire sortir ça. Donc, il faut pas absolument faire le malin devant ces personnes-là parce qu'elles vont se braquer. Bien sûr. Parfois, tu as ce jeune qui est tellement talentueux et qui est devant une personne qui est, par exemple, elle a du mal à parler en français ou autre chose et qui va essayer de la corriger ou bien je sais pas quoi. C'est là que directement il y a le braquage. Le clash, Donc il faut vraiment aller doucement, aller vraiment très doucement avec les personnes. Et moi, c'est un truc que je fais à chaque fois que je rentre dans une entreprise, même en tant qu'employé, je n'expose pas mes idées rapidement. Tu attends. Oui. Même quand on rentre dans les weekly meetings, tu te tais, tu regardes, tu observes. Parce que quand tu montres rapidement ce que tu connais et tout ça, ça peut créer un gêne chez certaines personnes. Mais donne-toi le temps que les gens t'aiment. Donne-toi le temps que les gens acceptent tes idées. Puis après, petit à petit, sors le talent que tu as en toi. Parce que tu n'es pas obligé de prouver qui tu es. Quand tu sais que la personne devant toi n'est pas peut-être à ce niveau-là, donc tu n'es pas obligé de prouver quelque chose. On n'est pas là pour prouver. Mais avec ce jeune, maintenant, ils veulent tous prouver. Hein. Exactement. Donc il faut... Peut-être ça, c'est un conseil. Moi, j'aime bien les jeunes. C'est justement le jeune, dès qu'il a une opportunité. Il a envie. Il a une opportunité. Il n'a qu'une envie, c'est de montrer qu'il a, il a cette capacité. Il a ça en lui. Ouais. Et il veut qu'on le remarque. Vous voyez, donc là, ce conflit générationnel, il à tous les niveaux, il est se là, passe. En fait. Il est là. C'est pas quelque chose qu'on peut enlever dans la nature humaine. Moi, je dis ce qui nous manque, c'est aussi la culture d'entreprise. On n'a pas, c'est-à-dire les premières entreprises djiboutiennes ont été des entreprises familiales. Les premières, d'accord? Donc, familiale à une entreprise privée qui fonctionne sous un mode, SARL, etc. Ça, je pense que c'est ces dernières années qu'on commence à voir ça. Mais au début, je pense que c'était beaucoup d'entreprises familiales ont démarré pour devenir maintenant des entreprises individuelles ou SARL. Donc, la culture d'entreprise, elle arrive tout doucement, avec la technologie, etc., avec justement ces jeunes formés, etc. Elle arrive tout doucement. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais elle arrive tout doucement. Avec les startups je dis aussi que nous sommes en retard. Nous sommes trop en retard par rapport au développement de Djibouti. C'est-à-dire Djibouti est en train d'avancer plus vite que nous. Plus vite que les ressources humaines que nous avons, les capacités que nous avons à justement absorber ces opportunités qui sont là, mais qu'on ne voit pas en fait. Il faut que une ou deux personnes commencent à en parler. On se dit oui, c'est vrai, il y a une opportunité, mais on n'avance pas assez vite. Donc, et aujourd'hui, les jeunes qui se retrouvent en entreprise, qui ont l'opportunité, la chance de pouvoir intégrer, les premiers jours, il va vouloir te prouver. Les 5 premiers jours. Il veut te prouver qu'il est capable. Il est en stage déjà. Vous avez vu, la plupart des contrats, c'est on vous prend en stage de 3 mois, renouvelable. Lui, déjà, il pense aux 6 mois à venir. Il faut qu'il te prouve qu'il est capable. Donc, comment accepter justement ces jeunes qui arrivent? Ça dépend aussi du management. C'est vrai. On discute aujourd'hui de ce que devrait la position du manager. Comment nos managers doivent se comporter par rapport à cette jeunesse qui vient et qui est capable de changer le cours des choses. Elle est capable de bouger les lignes. Mais est-ce qu'on va on leur laisse la chance de justement bouger ces lignes-là? Donc, est-ce qu'on a une position statique ou on veut évoluer? Donc, ils se retrouvent dans ce monde-là où ils ne savent pas trop et beaucoup se découragent, finissent par abandonner. Exactement, parce qu'ils se retrouvent face à des managers qui ne sont pas outillés ou qui ne veulent pas que les choses
change parce qu'on veut rester dans ce même mood. Ils ont aussi peur. Voilà. Et ils ont peur aussi. Et ils ont peur aussi. Et donc, c'est cette culture-là qu'on doit vite. Je pense qu'il faut qu'on commence par les formations. Et il faut qu'on sensibilise aussi assez pour dire, allons dans du... Voilà, il faut que ce soit un mouvement. Djibouti doit être dans une dynamique où on doit changer les comportements que nous avons justement pour que ça aille vite avec ces jeunes-là, pour qu'on puisse les accepter tels qu'ils sont, leur formation qu'ils ont déjà, etc. Je pense qu'il y a tout un travail qu'on continue à faire. Et c'est le temps que nous passons, nous, en tant que formateurs, à expliquer. Voilà, le leadership, c'est quoi? On enseigne le leadership à quelqu'un qui se sent déjà dans la peau du leader. N'est-ce pas? C'est ça. Tout le monde voilà, c'est son leader. Les soft skills qu'on donne, chacun a un soft skills quelque part. Mais il faut qu'il croit en lui-même que oui, j'ai cette capacité. Maintenant, je vais travailler avec Hicham pour la développer. Pour que dans mon milieu, je puisse maintenant mieux manager mes équipes, mieux les faire, pouvoir les faire avancer. Oui, mais moi je pense que quand on parle de formation, il faut aussi que la personne qui va être formée accepte d'être formée. Il y a aussi ça qui nous manque. Oui. J'ai cette impression que tout le monde pense qu'on connaît tout. Donc, moi je me souviens de ma première formation. C'était une formation sur tout ce qui a rapport avec aujourd'hui leadership. Moi je disais, encore une formation, ils vont nous parler. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose d'important. J'avais cette impression, le leader, on l'a en soi ou on l'a pas. Ouais. Alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, je sais que from scratch, tu peux devenir leader. Mais moi, j'avais cette impression, c'était inné. Donc, dès que le monsieur a commencé, mais au bout de 3 heures, je ne connaissais rien du tout. Le monsieur, la façon de parler, mais il y avait tellement de techniques. J'essayais d'écrire, je ne savais pas, et à la fin, j'étais obligée de juste, tu sais, prendre mon téléphone et enregistrer juste l'audio, à écouter le monsieur. Au bout de 5 heures, il me dit, c'est le moment, avec l'équipe, on nous a dit, c'est le moment d'aller manger. Et là, il m'a dit, est-ce que tu connais quelque chose, Fahima? Parce que dès le début, moi, je lui dis, je dis, par rapport à tous ces gens que je vois, je sais pas, mais moi, le leadership, je me connais très bien. Mais je ne connaissais rien du tout. Mais je ne connaissais rien du tout parce que ce monsieur, il m'a montré une autre side, ça veut dire une autre façon. Bien sûr. Pour moi, être leader, c'était le fait de croire en soi. C'est pas parce qu'on croit en soi qu'on est leader. On est un leader quand des personnes arrivent à nous suivre, pas seulement nous suivre, mais qu'on dégage ça et pas pour être à la tête, mais aussi à tirer des mouvements, à faire de belles choses. Exactement. Et à la fin, c'est la spécialité de Hicham, du leadership, du développement personnel. Mais au bout de 5 heures, là, je dis, je prends 20 heures ou 30 heures. Parce que, et c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos formations avec la Women Initiative. On a des jeunes, ils arrivent, ils ont cette impression qu'ils connaissent tout. Mais, wallahi, des fois, je suis étonnée. On apprend aussi des choses. Oui, en étant formateur ou formatrice, tu apprends. Mais à la fin, ils te disent, mais Tata, je pensais pas que je connaissais pas. Cette formation, elle m'a tellement apprise. Et là, tu te dis, mais si cette formation de 2-3 mois lui a appris, imagine une formation sur 1 année, sur 2 années. Et c'est comme Hicham disait que une formation, c'est être meilleur. C'est une meilleure version de soi. Moi, ce podcast, je vais le finir en une note. Mais chacun de vous, c'est préférable qu'en 2026, Hicham, on connaît Healthy Zone. On sait ce que tu fais. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer, la marmite, là, en 2026? C'est quoi? Par rapport à ton travail. Par rapport à mon travail. Oui, 2026. Alors, honnêtement, moi, 2026, je comptais me reposer. Ça a commencé en 2025, quand Trump nous a rejeté de notre travail. Je trouvais que c'était une bonne opportunité de faire une année buissonnière, comme on dit. Mais après, quand je vois le besoin en développement personnel, j'essaie de trouver vraiment un format pour aider les personnes qui ont besoin. Alors moi, je ne suis pas très à l'aise avec les vidéos, malgré que j'ai essayé de faire sur TikTok et tout. Mais je ne réussis pas. Peut-être s'il y a des vidéographes qui vont me filmer dans le futur ou autre. Mais je compte en 2026 donner un peu plus de moi par rapport au développement personnel, aller dans tous les endroits pour parler de ça. Masha'Allah. Et Faiz,
On sait avec ton institut. Ah, institut, cuisine, tous ces rapports à manger sain. Alors pour toi, 2026, qu'est-ce que tu nous concoctes? L'objectif de DHM aujourd'hui, donc, c'est se positionner en partenaire du ministère de l'Éducation surtout. C'est qu'on puisse trouver des points d'accord sur les formations à venir en termes sur les formations à venir pour la cuisine, la pâtisserie et la boulangerie. Moi, je dis toujours, la cuisine, c'est de l'art. La cuisine, la pâtisserie, c'est de l'art. On a la chance d'avoir hérité d'un art qui est l'art de la pâtisserie française. Donc, je dis qu'il faut la préserver. Je pense que je l'ai dit autour voilà, c'était le forum sur le tourisme, justement. L'ambassadeur français de France qui était là. Je lui dis, monsieur, n'oubliez pas, voilà, nous avons hérité de cet art et veillez à ce que nous puissions le garder. Chocolat. Voilà, nous puissions le garder, c'est-à-dire il faut le défendre et que nous ne soyons pas envahis par tout et n'importe quoi. Mais c'est une pâtisserie, voilà, c'est une culture qu'on doit garder. C'est aussi une bonne pâtisserie parce que c'est des produits qui sont bons, entre guillemets. C'est pas quand on regarde le beurre aujourd'hui, il y a des gens qui veulent cuisiner avec de l'huile, qui veulent faire des gâteaux avec de l'huile. Or, c'est pas conseillé. Non, donc le beurre pâtissier, c'est un beurre qui est raffiné, qui est travaillé. Donc on ne peut pas tout accepter avec des artifices, avec des couleurs artificielles, mettre tout et n'importe quoi dans les gâteaux aujourd'hui. Donc moi, ça, je refuse. Donc DHM, voilà, il faut garder. Moi, il faut garder de la qualité. Donc, et on insiste dessus. Ça peut pas, c'est cher, les produits sont chers, oui, exactement, parce que bon, voilà, on ne les produit pas, on les fait venir. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est manger sain, c'est cuisiner sain, c'est aussi former les cuisiniers de demain, c'est arriver à sortir la gamme de cuisiniers de demain. Moi, je dis, pourquoi on n'arriverait pas à sortir l'exécutif chef ou le chef cuisinier djiboutien, le chef pâtissier qui mériterait sa place aujourd'hui à Djibouti et qui serait reconnu. Donc c'est un métier aussi qui a besoin d'être de plus en plus valorisé, qui a besoin de sensibilisation, parce qu'on ne le dit pas assez. N'oubliez pas que derrière les cuisines, c'est des Djiboutiens qui sont là. Exactement. C'est pas des étrangers. C'est des Djiboutiens qui vous font manger aujourd'hui, qui sont dans les hôtels, on appelle ça la brigade. C'est la brigade, en fait, la brigade qu'on ne voit pas. Vous ne les voyez pas, qui sont derrière en train de s'activer, veiller à ce que voilà, vous mangiez bien quand vous êtes dans des conférences, des pauses café, etc. C'est des Djiboutiens. Donc moi, je veux les exposer. Moi, ce que je veux, c'est montrer qu'il y a cette valeur-là, montrer au peuple djiboutien qu'il y a des jeunes qui ont besoin d'être épaulés par les familles aussi. Il faut que les parents voient ce métier comme étant un métier valorisant qui paye. Et c'est vrai que c'est un métier qui paye. Et il y a de plus en plus de demandes. Il y a une explosion des snacks, il y a une explosion des métiers de la restauration. On a besoin de former qualitativement. Donc ça, on en parle, on discute avec le ministère de l'Éducation pour parler des formations de demain. Donc ce métier, pour moi, je ne suis pas cuisinier, mais je suis logisticien. Et j'allie la logistique à la cuisine. Et c'est dans ça que je me suis retrouvé. Et il y a un besoin, et c'est là où je me sens le mieux aujourd'hui. C'est justement faire plaisir aux gens, que les gens viennent dans la cuisine, on organise des challenges. On fait des challenges gâteaux avec des couples, avec des gens qui veulent se mesurer avec d'autres personnes, des femmes. Ils vont manger à la fin? Ils mangent à la fin. Alors... Nous, en 3 heures, tu cuisines, tu apprécies et tu repars avec ton gâteau. Avec ton gâteau. Oh. Donc, nous, on veut faire plaisir. Les enfants, on a des ateliers enfants. Les enfants viennent chaque samedi de 9h à midi, ils viennent se découvrir dans la cuisine. Ouais. Ils adorent. Et moi, ça me fait plaisir de voir ces petits sourires sur le visage des enfants. Et c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui. Machallah. Moi, 2026, mon rêve, c'est d'avoir une école agricole à Djibouti, dans mon jardin. Une école gratuite, une école où on va former les mains vertes, une école où on n'aura plus besoin de dire qu'à Djibouti, rien ne pousse. Une école où des jeunes vont sortir, des spécialistes en irrigation, des spécialistes en sol.
une école où les parents vont être tellement contents et dire « Oh, je veux vraiment que mon fils devienne un agronome et pas avocat, médecin. » On a tous besoin d'un avocat, comme j'ai dit, et d'un médecin, mais on a aussi besoin de manger. Et mais je vous invite, j'invite les Healthy Zone de faire une journée là-bas et toi aussi avec ton équipe. Une journée où on peut cuisiner. Voilà, tout ce que vous avez besoin de. Voilà. De la terre à l'assiette. On va prendre les oignons, les tomates, tout est là. On cuisine sur place. Et ça, moi, c'est un rêve. C'est un rêve de faire un podcast là-bas, de faire une école agricole. Donc, si en 2026, tu as des rêves sur les 153, envoie-nous. Parle-nous. Si tu as envie de participer à notre podcast, viens et explique tes rêves, explique ce que tu as envie de faire. Mais le truc le plus important, des 153, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour Fahima, c'est pas pour Hicham, c'est pour tous les Djiboutiens. C'est notre premier podcast de l'année 2026. Et je vous remercie. Partagez, likez et surtout commentez.